dénazification, il n'y aurait pas évidemment d'accord, il n'y aurait rien du tout. Et c'est pour ça que le dernier recours, c'était la protection de la minorité, évidemment, russe qui existait dans le Donbass et dans la région est de l'Ukraine. En réalité, Poutine n'a jamais dit « j'occuperai l'Ukraine » dans tous ses discours. Il avait deux choses, dénazification et une lutte contre la dérussification. C'est ça, c'est l'objectif. Et non pas autre chose. Madame Golovko, dans ce contexte, est-ce qu'on peut toujours croire en la solution politique, en ces pourparlers qui sont pour l'instant suspendus? À mon avis, l'on pourra revenir au pourparlers à la situation politique une fois que la guerre aura été gagnée d'un côté ou de l'autre. En attendant, c'est à mon avis complètement illusoire parce que, comme l'a très justement dit votre collègue, la Russie ne veut pas occuper l'Ukraine. Or, la question se pose de savoir qui va garantir la dénazification si la Russie part du territoire. Qui va garantir que l'Ukraine va rester démilitarisée si la Russie quitte le territoire et ne maîtrise pas le territoire. Mais jusqu'où peut aller ce conflit dans les conditions actuelles? Il y a cette légion étrangère qui poursuit justement son entrée dans les territoires ukrainiens. On n'en parle pas souvent de cette légion étrangère qui rejoint justement les troupes ukrainiennes. Donc, jusqu'où peut aller ce conflit dans les conditions actuelles? C'est extrêmement difficile à savoir. Vous savez, un conflit, on sait toujours comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Effectivement, cela va dépendre à la fois de la force de persuasion de la Russie, non pas au niveau des négociations, mais militaire. C'est-à-dire que plus elle va faire peur militairement et par la force, je dirais presque par la force brute, plus les pays de l'OTAN seront calmes parce que les pays européens n'ont pas du tout envie d'expliquer à leur population qu'il va falloir envoyer des soldats français, allemands, italiens se battre contre la Russie et prendre le risque d'y mourir. Ça, c'est un discours politique qui ne peut pas être tenu en Europe aujourd'hui. Et heureusement, ça nous permet d'éviter une généralisation du conflit. En revanche, il est tout à fait possible, et d'ailleurs, il y a des doutes à ce sujet actuellement à Mariupol, qu'en sous-main, discrètement, sans être affichés, les pays de l'OTAN envoient des hommes, effectivement, se battre en Ukraine. Donc, en fait, il y a la question de la transformation de cette guerre en guerre sale, et ça, c'est extrêmement dangereux. Cette légion étrangère, Monsieur Sassi, existe bel et bien, même si c'est tabou en Europe. Quel est son rôle exactement dans ce conflit? Cette légion-là, elle existait en réalité, c'était en 2014 avec le bataillon de Géorgie. Oui. Mais elle a été officialisée avec évidemment le Haut-Caucase, comme c'est un décret du mois de février 2022 par le président Zelensky. Oui. Et c'est lui qui a été derrière la création de cette légion. Cette légion, sa composante, en réalité, elle est multiple. On y trouve un peu partout. Il y a des gens des professionnels, c'est des militaires. Il y a d'autres qui n'ont rien à voir, c'est des volontaires tout court. Ils veulent apporter une aide et autre chose, non. Oui. Apporter comment cette aide? Il y a aussi des psychomanes, etc., dans cette guerre-là. Et le fait qu'il y aurait un peu, si au regard du droit international, cette légion internationale est en réalité, c'est du mercenariat pur et simple. Oui. Et le fait que le mercenariat existe dans un territoire, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de paix ou d'autre chose. Ça veut dire une sale guerre. Voilà, à travers donc cette légion étrangère, Madame Golovko, là où réside le danger de cette légion étrangère, Madame Golovko? Est-ce qu'on peut parler de l'OTAN qui est impliquée directement dans ce conflit, à travers cette légion,
à travers ces hommes l'OTAN est directement impliqué dans ce conflit, et ce depuis des années, puisque l'on rappellera que depuis le Maïdan de 2014 et même avant avec la première révolution orange de 2004, mais ça s'est surtout développé à partir de 2014, l'OTAN a mis en place des programmes de formation. Donc l'armée ukrainienne est actuellement une armée formée par l'OTAN. Donc déjà, ne serait-ce que comme ça, l'OTAN est impliquée. L'OTAN est impliquée également par le financement par les armes qui sont livrées. Et d'ailleurs, les États-Unis avaient déclaré il y a quelques jours que même actuellement, chaque jour, des armes et des hommes arrivent en Ukraine pour se battre. Donc, directement, c'est impliqué. Et je voudrais rappeler encore une chose qui est aussi très grave, puisque très justement, comme disait votre collègue, c'est la question aussi de la guerre sale derrière qui va prendre le dessus. N'oublions pas que Zelensky a également libéré les prisonniers de droit commun qui étaient des criminels. Il a libéré les personnes qui avaient été inculpées pour crimes de guerre et qui étaient dans les bataillons néo-nazis. Il a donné ordre d'armer la population et notamment ces personnes. Donc nous sommes dans le cadre d'une dilution du conflit, ce qui sert parfaitement les intérêts de l'OTAN, puisqu'à partir du moment où le conflit est dilué, il est extrêmement difficile de le prendre en main, surtout si la Russie continue dans sa logique de cibler certains points et sites militaires précis et sans vouloir occuper le terrain. Là, c'est une guerre qui ne permet pas une guerre à distance de précision et au technologique, puisque en fait, c'est une sorte d'infection générale qui est provoquée de force de tout le corps national de l'Ukraine. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça montre bien cette espèce de jusqu'au-boutisme de l'OTAN qui veut absolument faire périr même l'Ukraine jusqu'au bout, mais qui ne veut pas lâcher son combat contre la Russie. Cela risque de perdurer, Monsieur Sassi, selon vous, quand on voit un petit peu cette conjoncture actuelle? Ça peut perdurer. Dégénérer. Dégénérer, effectivement. Ça peut évidemment partir un peu plus loin. Mais personne, pour le moment, n'est pour que ça dégénère, ça devient un peu plus grand que... Mais tout le monde espère qu'il y aurait des négociations. Sauf les négociations vont se tenir en fonction de la présence sur le sol. Au moment où les forces, une des forces serait présente sur la grande partie du territoire, c'est en ce moment-là qu'il y aurait des négociations. Alors cela nous amène à revenir sur justement ce qui se passe sur le terrain, Monsieur Sassi, les atrocités commises en ces temps de guerre. On a parlé de Boutcha, du bombardement de la gare de Kramatorsk dans le Donbass. L'Occident continue de pointer du doigt la responsabilité de la Russie sans établir d'enquête. Mais certains observateurs disent qu'en se retirant des villes ukrainiennes, l'armée russe a ouvert un petit peu la voie aux Ukrainiens pour l'accuser. Qu'en dites-vous? L'armée russe a accusé. Donc, c'est-à-dire les observateurs, quand l'armée russe s'est retirée des villes ukrainiennes, oui. Si vous voulez, elle a ouvert la voie à ce qui s'est passé après, c'est-à-dire les accusations. Les accusations, effectivement, comme tout le monde sait, parce qu'il y a dans cette guerre, il y a des complots. Et le fait qu'il y a complot aussi, on peut dire aussi, parmi les théories qu'on trouve dans les théories de complot, on trouve la raison d'État. Et la raison d'État, on peut y faire, ça peut se faire, le cas de Boutcha, et ça peut se faire ailleurs aussi. Et quand on dit raison d'État, ça veut dire l'État elle-même qui procède à l'élimination de ses citoyens. Madame Golovko, si on devait s'intéresser à toute cette propagande qu'il y a autour de ces exactions, hier Poutine a parlé de fake news et fait le parallèle avec ce qui s'est passé à Raqqa en Syrie ou en Afghanistan, citant justement les bavures des Américains dans ces pays.
Il est vrai que, on va dire, la méthode de l'armée russe diffère très sérieusement de la méthode de l'armée américaine, et heureusement d'ailleurs pour les Ukrainiens, ce qui leur permet non seulement de ne pas voir leur ville détruite, mais lorsque l'armée russe arrive, elle arrive avec des convois humanitaires, elle n'arrive pas avec des bombes sur les bâtiments civils. Donc c'est effectivement une grande différence entre les deux. En revanche, en ce qui concerne les fakes, il y a, et comme vous l'avez dit, il y a une porte qui a été ouverte par le retrait de l'armée russe, et c'est en ce sens où elle s'est faite piéger aussi dans ses pourparlers, puisque si elle voulait donner les conditions favorables à Kiev pour pouvoir réfléchir et finalement prendre de bonnes décisions, elle a finalement laissé la possibilité à la mise en scène, comme on l'avait vu avec les casques blancs lors des pseudo-attaques chimiques en Syrie, la mise en scène de Boutcha. Mais à côté de ça, il y a des choses qui sont encore plus tragiques, c'est que il y a aussi des répressions contre les personnes dans ces régions qui ont été naturellement du côté de l'armée russe et du côté de la Russie, puisqu'ils en ont marre de vivre dans un état terroriste, de vivre dans la terreur depuis une dizaine d'années. Donc là, il y a deux aspects, si vous voulez. À la fois, oui, la mise en scène, qui joue plus sur le niveau communicationnel pour tenter de faire de la Russie cet État terroriste, pour essayer peut-être même à terme d'ouvrir un procès contre la Russie afin en quelque sorte de briser le capital politique et historique qu'elle avait du procès de Nuremberg. Mais il y a aussi très concrètement contre la question qui se pose du sort des populations civiles sur place qui retombent entre les mains de la junte de Kiev. Et l'on a vu à Boutcha, par exemple, des photos de cadavres avec des bandeaux blancs autour du bras, avec des sacs de nourriture de l'armée russe. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient avec les Russes et qui se sont fait fusiller derrière. Oui. Ces images peuvent émouvoir du monde, Monsieur Sassi, mais on comprend aussi qu'il pourrait y avoir aussi de la désinformation derrière. Dans toutes les guerres, il y a des informations. Il y a des informations, l'intox, évidemment, la propagande, etc. Et presque, c'est un peu normal. Mais de part et d'autre. De part et d'autre. Mais jouer avec des êtres humains, ou bien des corps de personnes, ou bien éliminer une partie de la population, ça, c'est un peu grave. Oui. Ça, c'est un peu grave. Et quand on parle jusqu'à, comme l'a dit Madame Golovko de Moscou, il y avait des personnes qui étaient pour la présence des forces russes. Dès qu'il y a eu des redéploiements des forces, ils sont trouvés en face des Ukrainiens et actuellement, ils ont été éliminés. Madame Golovko, en tout cas, Poutine continue de défier à travers ses déclarations les Occidentaux qui continuent de fustiger, on va dire, son action militaire en Ukraine. Comment expliquer justement cette attitude du président? Si on devait analyser l'attitude du président russe Vladimir Poutine actuellement. Actuellement, il se bat en quelque sorte sur plusieurs fronts en même temps. Il se bat effectivement, la Russie se bat sur le front militaire, donc il faut avancer, mais elle se bat également, parce que c'est bien connu, il a toujours existé au niveau des élites russes une certaine division, ça fait des siècles, rien n'a changé, entre des élites pro-occidentales, plutôt globalistes comme on dirait actuellement, et des élites plus étatistes. Et il est important aussi que ces deux fronts, je dirais presque extérieur et intérieur, avancent en même temps. C'est peut-être ça aussi qui explique le ralentissement de l'armée en Ukraine, parce que l'armée russe en Ukraine, parce qu'elle est aussi tenue le temps aussi que cette guerre idéologique à l'intérieur soit gagnée. On a vu beaucoup d'évolutions. Effectivement à l'intérieur aussi, mais il est évident que gouverner un pays sans le conduire jusqu'à l'implosion demande du doigté, demande certes d'imposer la voix de la majorité, mais en essayant de ne pas faire retourner la minorité non plus contre l'État russe et contre la Russie qui n'a absolument pas besoin d'avoir une nouvelle guerre civile. Justement, mais quel est le front le plus menaçant actuellement? Le front interne,
ce qui se passe actuellement à l'intérieur de la Russie? Il est plus compliqué, je dirais, parce que le front militaire est plus sain, en quelque sorte. Vous savez où est l'ennemi, vous savez où sont les civils, vous savez que vous devez défendre les civils et que vous devez vous battre contre l'ennemi. C'est beaucoup plus sain. Le problème des combats politiques, dans tous les systèmes politiques, dans tous les pays, c'est que les élites sont divisées, que on ne va pas prendre un paquet de personnes pour les fusiller contre un mur. Donc, c'est assez contre-productif actuellement. Ça a eu lieu il y a quand même assez longtemps, ça s'est assez mal fini. Donc, il est important à la fois de faire œuvre de fermeté, à la fois de trouver un moyen de convaincre certaines personnes. L'on a vu certains mentors de l'opposition globaliste russe partir. Et ça a plutôt été un très bon signe. Mais il est évident que la situation à l'intérieur du pays est extrêmement complexe puisque toute une partie, on va dire, du gouvernement, le bloc économique, est de tendance plutôt globaliste, néolibérale, qu'une grande partie de l'administration présidentielle aussi. Mais là, on a vu par exemple émerger à la Douma un pôle de force politique conservateur qui joue un rôle extrêmement important aussi dans le pays. On a vu aussi comme ça des personnages politiques se révéler et justement ce qui est intéressant c'est prendre une dimension politique. Donc c'est intéressant parce que justement le problème aussi de la Russie c'est actuellement ça a été aussi de toujours vouloir composer entre les deux, à la fois jouer dans le cadre d'une globalisation économique et financière, tout en affirmant une souveraineté politique. Alors Madame Golovko, cela ne semble pas ébranler en tout cas le président russe Vladimir Poutine, qui continue en tout cas de défier les Occidentaux malgré la salve de sanctions imposées. On voit que la Russie résiste malgré, tant bien que mal, malgré ces sanctions, Madame Golovko. Tout à fait. D'ailleurs, c'était extrêmement surprenant pour les Occidentaux, puisque si les premiers jours, effectivement, le rouble s'est effondré, non seulement maintenant il a récupéré, mais il est plus fort qu'il ne l'était au début du lancement de l'opération militaire. Donc ça aussi, c'est extrêmement significatif. Ce que les Occidentaux ont oublié, c'est que si l'on parle d'une globalisation économique, elle est globale pour tout le monde. Donc si vous prenez des mesures violentes contre un des membres de cette globalisation, forcément vous avez l'effet boomerang et ça se retourne contre votre propre économie. Autrement dit, s'ils veulent absolument écraser économiquement la Russie, ils sont obligés de se suicider. Et je ne suis pas certaine que finalement ils aient envie d'aller jusqu'au bout. On le constate d'ailleurs, Monsieur Sassi, les Occidentaux divergent énormément en ce moment. Du moment que la Russie tient entre ses mains la carte des hydrocarbures. Oui. Effectivement, les pays, précisément les pays européens, ils sont entre les mains de la Russie parce que tous les pays sont alimentés en pétrole et en gaz de la Russie. Les États-Unis qui sont loin, ils veulent supplanter évidemment avec ces pressions-là, ils supplanter la Russie avec le gaz de schiste. Et est-ce qu'ils pourront avec les moyens, parce que quand on dit gaz de schiste, il y a des moyens techniques et technologiques qui doivent être installés à partir des États-Unis et en Europe. Et d'un côté. Et de l'autre côté, le prix va augmenter. Très bien. Donc, il nous reste peu de temps avant la fin de cette émission. Un dernier mot, Madame Golovko. Est-ce qu'on peut parler de la fin d'une époque avec tous ces bouleversements que connaît le monde à travers donc cette guerre en Ukraine ? D'une certaine manière, oui, mais beaucoup va dépendre en fait de la réussite de la Russie à aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut, c'est-à-dire à remettre en cause ce monde globaliste. Grâce à des alliances. Il faudra absolument des alliances. C'est déjà très bien que certains pays soient neutres, mais il faut maintenant, je pense, que ces pays passent le pas et fassent leur choix, parce que soit l'on va tomber dans une globalisation écrasante si jamais la Russie perd, et je ne pense pas que ce soit l'intérêt des pays en général, soit l'on va pouvoir enfin redéfinir des rapports beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus respectueux de la souveraineté et des intérêts nationaux. La Chine et l'Inde ont leur rôle justement pour
créer cet équilibre, ce nouvel équilibre mondial. Monsieur Sassi, on a vu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est récemment rendu en Inde et en Chine. Oui. Effectivement, quand on parle de l'Inde, de la Chine et de la Russie, c'est évidemment presque la moitié de la population du globe terrestre. D'un côté et de l'autre côté, il y a la Russie qui est une puissance militaire, la Chine c'est une puissance économique, et l'Inde aussi, évidemment, du point de vue technique et technologique, ils font quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, ils sont membres du BRICS, oui. du groupe BRICS. Et si ce groupe-là fait un pas en avant, ils vont évidemment, il y aura dédollarisation de la finance internationale. Il va y avoir une autre monnaie qui va supplanter le dollar. Et les Américains ne veulent pas entendre parler d'une autre monnaie autre que le dollar comme moyen d'échange ou bien moyen de finance dans ce monde. Qu'en est-il du monde occidental en ce moment? Il est sous menace? Pas sous menace, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils savent qu'ils sont en face de puissance. En face de la Chine, évidemment, c'est une puissance. La Russie aussi, c'est une puissance, et l'Inde aussi. Et c'est des grands marchés aussi. Monsieur Sassi Ben Ali, politologue universitaire, merci pour cet éclairage. Merci d'être avec nous pour édition spéciale. Je remercierai également Madame Karine Béché-Volovko. Vous êtes docteur en droit public et professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Merci d'être avec nous sur édition spéciale. Merci beaucoup, Madame. Voilà, on arrive à la fin d'édition spéciale sur Al 24 News. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.